Il existe dans la musique populaire une fascination persistante pour ce qui échappe à la logique. Des artistes qui parlent d'esprit, de rituels, de visions, d'identités venues d'ailleurs, non pas seulement pour provoquer, mais pour explorer quelque chose de plus profond. Depuis des décennies, certains des plus grands noms de la musique ont puisé dans l'occultisme, le mysticisme ou le surnaturel pour nourrir leur créativité. Dans cette vidéo, on va plonger à travers trois figures majeures qui ont marqué l'imaginaire collectif en flirtant avec l'au-delà. I wish you could swim. I'm so high it makes my brain whirl. David Bowie n'était pas seulement un musicien de génie, c'est aussi un gars qui a expérimenté beaucoup d'identités. Justement, en 1976 sort un de ses albums les plus énigmatiques, Station to Station. À première écoute, c'est un disque de rock sophistiqué, mêlant funk, soul et expérimentation sonore. Mais derrière cette surface se cache une œuvre profondément marquée par une période personnelle intense, faite de fascination pour l'occultisme, de lecture mystique et d'une recherche d'identité radicale. It was also part of. I fell into the trap of the black magic, Kabbalism, the whole idea of just the Crowleyism of the times. It was a significant part of that middle point of the 70s, and I really got completely disoriented. Bowie lui-même décrira plus tard cet album comme étant le plus proche d'un traité de magie qu'il ait écrit. Mais un peu de contexte avant. Au moment de l'enregistrement, Bowie vit principalement à Los Angeles. Il traverse une période d'isolement extrême et consacre énormément de temps à la lecture, notamment sur la Kabbale, la magie cérémonielle et les écrits d'Aleister Crowley. Certains diront même que le personnage du Thin White Duck, une figure élégante et distante, presque inhumaine, qui deviendra l'incarnation scénique de l'album, serait inspiré de l'occultisme. La tracklist est composée de 6 titres, et maintenant on va s'intéresser à la première chanson de l'album. La chanson Station to Station ouvre l'album avec dès le début un long bruit mécanique évoquant un train en mouvement. Ce son installe immédiatement l'idée d'un voyage, mais qui peut cacher une note symbolique. Dans les paroles, Bowie évoque la phrase From Keter to Malkuth, référence directe à l'arbre de vie de la Kabbale qui décrit un parcours spirituel du divin vers le monde matériel. La chanson alterne entre tension et libération comme si elle reproduisait la progression d'un rituel. Les répétitions créent un effet hypnotique, presque méditatif. Un autre moment marquant est la ligne Is not the side effects of the cocaine qui peut être entendue comme une tentative de distinguer l'expérience spirituelle et altération psychologique. L'ensemble donne l'impression d'une quête, un mouvement entre lucidité et perte de repère. Parmi toutes les pistes de l'album, Word on a Wing occupe une place particulière. Si le reste du disque semble souvent distant, intellectuel ou ritualisé, cette chanson apparaît comme un moment d'abandon, presque une confession. David Bowie expliquera plus tard qu'il considérait ce morceau comme une véritable prière. À une période où il se sentait désorienté, il cherchait une forme de stabilité intérieure et la chanson devient un espace où cette quête s'exprime directement. Dès les premières notes, l'atmosphère change. My world on a wing, and I'm trying hard. La musique est plus chaleureuse, plus organique. Cette couleur sonore renforce l'idée d'un dialogue intime plutôt que d'une performance. Deux phrases rappellent d'ailleurs ça. Lord, I kneel and offer you my word on a wing est une ligne centrale. Elle évoque un geste de supplication comme si l'artiste s'adressait à une force supérieure, cherchant guidance ou réconfort. La chanson oscille alors entre doute et espoir, un équilibre fragile qui reflète bien l'état d'esprit de l'époque. L'album Station to Station continue d'intriguer parce qu'il ne donne jamais d'interprétation définitive. Il se classera en 3ème place du Billboard aux États-Unis, 5ème au Royaume-Uni et 3ème aux Pays-Bas en 1976. Et en 2003, le célèbre magazine Les Rolling Stones le classe comme le 323e album le plus important de tous les temps. Un succès qui se confirmera lors de sa réédition dans les années 2010. Maintenant, passons à l'artiste suivant. It doesn't hurt me. Out on the windy moors we roll and fall in green. Youth walking through the high sea. You can see a
Dans l'histoire de la musique populaire, peu d'artistes ont réussi à créer un univers aussi singulier que Kate Bush. Dès ses débuts à la fin des années 70, elle apparaît comme une figure à part. Mais ce qui distingue vraiment son œuvre, c'est sa capacité à explorer des territoires émotionnels à travers des récits qui flirtent constamment avec le surnaturel. Chez Kate Bush, les fantômes parlent, les souvenirs prennent forme, et les frontières entre le réel et l'imaginaire deviennent poreuses. Plutôt que d'utiliser le paranormal pour provoquer, elle s'en sert comme un langage poétique, une manière d'exprimer l'invisible. Et comment ne pas choisir sa chanson la plus iconique pour en parler? Et non, je ne vais pas en profiter pour parler du flop de la saison 6 de Stranger Things, ce serait évidemment trop long. Sorti en 1985 sur l'album Hounds of Love, Running Up That Hill est devenue une des chansons les plus emblématiques de Kate Bush. À première écoute, elle parle de relations humaines, de difficultés à se comprendre, de tensions émotionnelles. Mais sous la surface, la chanson repose sur une idée profondément symbolique, presque mythologique. La chanteuse imagine un pacte avec une force supérieure, un échange de place entre deux personnes pour ressentir exactement ce que vit l'autre. Une idée simple, mais chargée d'une dimension presque surnaturelle. À l'origine, le titre original que Kate Bush souhaitait était A Deal with God. Elle expliquera d'ailleurs que la chanson explore l'idée suivante: si deux personnes pouvaient échanger leurs perspectives, beaucoup de conflits disparaîtraient, et une phrase l'illustre. If I only could, I'd make a deal with God donne à la chanson une dimension quasi rituelle, comme une négociation avec une entité invisible pour accéder à une vérité émotionnelle. Mais d'autres musiques parlent plus directement de l'au-delà. Avec Wuthering Heights, Kate Bush ne raconte pas simplement une histoire gothique, elle incarne un esprit. Inspirée du roman d'Emily Brontë, la chanson adopte le point de vue de Cathy revenant hanter Heathcliff. Quand elle chante Heathcliff is me, Cathy, I've come home, elle parle littéralement comme une revenante qui cherche à revenir dans le vrai monde. Et rien que la voix et l'ambiance donnent cette impression. Avec sa musique Hammer Horror, Kate Bush s'inspire de l'esthétique des films gothiques pour explorer l'idée d'être hanté. Et d'ailleurs, ce titre fait référence à l'une des sociétés de films d'horreur britanniques les plus importantes, Hammer Films Productions, avec des classiques comme Les Maîtresses de Dracula, Frankenstein s'est échappé ou encore La Dame en Noir. Mais dans la musique, la hantise n'est pas seulement surnaturelle, elle est psychologique. La chanson évoque la sensation d'être possédé par un rôle ou par un souvenir, comme si une présence persistait à l'intérieur. L'imagerie évoque malédiction et double identité, rappelant les récits classiques de possession. Encore une fois, le paranormal sert à exprimer une expérience intérieure, la difficulté à se détacher de ce qui nous marque profondément. À travers ses chansons, Kate Bush construit une vision singulière du surnaturel et c'est magnifiquement interprété par sa voix, qui est juste l'une des meilleures de l'industrie musicale. You know the day destroys the night. Strange when you're a stranger. Faces look ugly. Dans l'histoire du rock, Jim Morrison occupe une place à part. Chanteur des Doors, poète fasciné par la conscience et figure imprévisible sur scène, il a construit autour de lui une aura qui dépasse largement la musique. Chez lui, le paranormal n'apparaît pas sous la forme de fantômes ou de mythes explicites. Il se manifeste dans l'idée que la musique peut ouvrir des portes vers l'inconscient, vers l'inconnu, vers quelque chose qui dépasse sa perception ordinaire. Pour la petite histoire, Jim Morrison racontait souvent une expérience troublante. Durant son enfance, un accident de la route dans le désert impliquant des travailleurs amérindiens. Plus tard, il dira avoir ressenti comme si des âmes étaient entrées en lui, une image qu'il utilisera pour expliquer sa sensibilité et sa vision artistique. Pour comprendre la dimension presque mystique de Jim Morrison, il faut revenir au tout premier album des Doors, sorti en 1967 et simplement intitulé The Doors. Dans ce disque, Morrison pose les bases de son univers, fascination pour les seuils et exploration de la conscience. Au cœur de l'album se trouve The End, souvent considéré comme l'une des œuvres les plus troublantes du rock. Wake up! Les paroles évoquent le passage, la dissolution des repères, la transformation. Je n'ai pas eu l'impression d'écouter un récit linéaire, mais plutôt d'assister à un voyage intérieur. À mesure que le morceau progresse, la tension augmente, comme si l'auditeur traversait une expérience étrange. C'est sans doute pour cela qu'elle reste associée à l'image de Morrison comme figure presque chamanique. Quelqu'un qui vous guide vers des zones profondes de l'esprit, et je l'avoue, je trouve ça plutôt cool, car ça change vraiment de l'ordinaire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le chamanisme, petite explication. Le chamanisme est un ensemble de pratiques spirituelles anciennes dans lequel un chaman
agit comme intermédiaire entre le monde humain et le monde des esprits. Il implique souvent des états modifiés de conscience obtenus par la musique, la danse, la méditation ou des rituels afin de chercher guidance, guérison ou connaissance. On trouve ces pratiques sous différentes formes et sous différentes cultures, en Sibérie, en Amérique, en Asie et chez certains peuples autochtones. Avec Break on Through, qui ouvre l'album, Morrison énonce clairement son intention de dépasser ses limites. La chanson parle de franchir un seuil, d'aller au-delà de la perception ordinaire. On y ressent déjà cette idée centrale dans son œuvre, la vie comme passage constant, la conscience comme territoire à explorer. Musicalement, l'énergie est presque incantatoire, répétitive, comme si la chanson cherchait à provoquer un état particulier chez l'auditeur. Ce qui rend The Doors si important dans cette perspective, ce n'est pas la présence de phénomènes naturels explicites. C'est la sensation constante que la musique cherche à ouvrir un espace différent, un lieu où l'on peut expérimenter des états de conscience inhabituels. Les motifs reviennent sans cesse, les portes, la nuit, les passages, la transformation. À travers ces artistes, une idée se dessine peu à peu. La musique a toujours entretenu un lien particulier avec ce qui échappe à l'explication. Certains ont exploré l'occultisme comme un système symbolique, d'autres ont utilisé les fantômes comme métaphore émotionnelle, ou encore la transe et l'intuition comme chemin vers une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Mais tous, à leur manière, ont montré que la musique peut devenir un espace où l'on confronte l'inconnu. Ce qui ressort de ces parcours, ce n'est pas nécessairement une croyance dans le paranormal, mais une fascination pour les zones de mystère. Et c'est en ça que j'ai décidé d'écrire cette vidéo. Le paranormal ne passe pas forcément par des ovnis, des monstres, des fantômes, mais passe par des sentiments étranges. Car au fond, écouter une chanson qui nous touche profondément peut parfois donner l'impression d'entrer dans un autre état, comme si quelque chose s'ouvrait brièvement au-delà du quotidien. Ça me le fait tous les jours et ça m'a toujours intrigué. Et c'est peut-être pour ça que ces œuvres continuent de résonner, parce qu'elles nous rappellent que la musique n'est pas seulement un divertissement, mais aussi un langage capable d'explorer l'invisible, qu'il soit spirituel, psychologique ou simplement humain.